Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. À la forme? Oui, Le toujours. week-end arrive. Oui. Toi, tous les week-ends, c'est pareil en fait. Sauf quand il y a une cérémonie familiale et tout ça. Ouais, en fait, le week-end pour moi, c'est vraiment un moment de repos, quoi. Il y a beaucoup les week-ends que tu as déjà eu dans ta vie. Il y a encore beaucoup les week-ends qui arrivent. Si tu Non, il n'y te a pas de reposes problème. tous les Si tu peux me proposer autre chose, moi, je suis. Non, je suis la ouvert. pêche. La pêche. Ouais, par exemple. Ouais, on a déjà un petit groupe de pêche là qu'on va entamer D'accord. avec Fabrice. Ça, c'est une Voilà. bonne idée. Donc, Ça fait longtemps que j'ai pêché, hein, plus de 40 ans. Quoi? Mais oui, la dernière fois que j'ai pêché, j'étais un gamin. Non, on pêchait au foot. Hein. Ah bon. Derrière la maison, la rivière qui est derrière la maison. Oui, là. oui, effectivement. Jean-Paul, l'actualité internationale est marquée par quoi? Eh ben, on va essayer de comprendre aujourd'hui. D'abord, on va revenir sur l'annonce faite par Emmanuel Macron au cours d'un point de presse hier, expliquant que les opérations militaires françaises au Mali, c'est terminé. Et donc, c'est en fait quelque chose que l'on attendait depuis déjà plusieurs jours, tant les relations étaient particulièrement difficiles entre la junte au pouvoir au Mali et les autorités françaises. D'autant plus que, pour bien comprendre ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, tout est parti déjà au départ du deuxième coup d'État. Déjà, le premier coup d'État, le 20 août 2020, était quelque chose de totalement inattendu pour les autorités françaises. Ils ne s'y étaient vraiment pas attendus du tout. Et donc, ils ont essayé de tout mettre en œuvre pour essayer de transférer le pouvoir à des personnalités, notamment civiles, avec lesquelles ils estiment qu'ils seraient mieux en phase pour dialoguer. C'est la raison pour laquelle, avec le soutien de la CEDEAO, une pression avait été faite à la junte au pouvoir pour que le colonel Assimi Goïta transfère le pouvoir à des civils. C'est ainsi qu'un ancien ministre de la Défense, le colonel Bandao, retraité, avait été appelé pour être le président de la transition. Et également un civil avait été désigné pour être le Premier ministre. Et donc, malheureusement, au bout d'un an, il y a un deuxième coup d'État encore, totalement inattendu par les autorités françaises. Cette fois-ci, le colonel Assimi Goïta lui-même prend les rênes du pays parce qu'il estime que les civils que l'on a mis au pouvoir à la tête de la transition n'ont pas répondu aux attentes des populations, n'ont pas répondu aux attentes notamment en matière de sécurité, parce que pour les militaires, c'est la sécurité qui est la principale cause d'instabilité au pays. Et donc, pour eux, cette instabilité sécuritaire est aggravée par cette instabilité politique. Et donc, pour eux, les politiques qui sont incapables, parce que le Mali a un pouvoir faible, le Mali a des institutions faibles, pour eux, les civils sont incapables de ramener la paix et la sécurité. Et donc, c'est la raison pour laquelle le colonel Assimi Goïta a refait ce coup d'État et il a décidé lui-même de prendre les rênes du pouvoir. Et donc, à partir de là, tout va s'accélérer, tout va aller de manière crescendo entre les autorités françaises et la junte malienne. C'est-à-dire que, évidemment, il va y avoir déjà le fait que les autorités maliennes vont contester, si tu veux, le modus operandi des autorités françaises qui, selon eux, ne répondaient pas déjà depuis le départ, depuis leur arrivée en 2013, à la demande que les autorités maliennes leur avaient faite. Parce qu'ils estiment qu'en réalité, depuis le départ, d'abord, il n'avait pas été demandé aux autorités françaises d'envoyer des troupes au sol au Mali. Dans la première demande qui avait été formulée par les autorités de l'époque, à l'époque c'était aussi une transition après la chute du général Amadou Toumani Touré, c'était le président Diokounda Traoré qui avait formulé une demande à la France à l'époque, c'était François Hollande qui était président de la République, pour bénéficier d'une aide de la France, une aide militaire de la France, parce qu'évidemment on avait les djihadistes qui maîtrisaient à peu près les 2 tiers du territoire et se retrouvaient à moins de 200 km de Bamako. Et donc, dans la première lettre qui avait été envoyée par Diokounda Traoré, il s'agissait d'apporter un soutien aérien, du renseignement et évidemment des équipements et des armes. À aucun moment, selon le colonel Assimi Goïta, la France n'avait respecté la volonté des autorités maliennes. Tout au plus, ils ont demandé aux autorités maliennes de tout simplement formuler la demande et qu'elles-mêmes devaient en fonction, définir sa propre stratégie sur le terrain. C'est ainsi que les troupes ont été envoyées au sol.
Et donc, pour les autorités maliennes de maintenant, déjà, dès le départ, donc, il y a eu ce premier couac. La deuxième chose, c'est que pour le russe, pour la junte au pouvoir malienne, ils estiment que la France s'est comportée comme étant sur un terrain conquis lorsqu'ils sont arrivés au Mali. Et donc, ils ont eu l'impression que les Maliens n'étaient que là pour être en soutien aux forces militaires françaises, alors que c'était l'inverse qui était attendu. Pour la junte au pouvoir, ils auraient espéré que lorsque la France devait arriver, c'était les militaires maliens qui devaient être aux avant-postes. C'était à eux de restaurer l'autorité, de reconquérir les territoires qui étaient entre les mains des djihadistes et de, par la suite, restaurer l'autorité de l'État. Or, malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et donc, de ce point de vue-là, ça a foiré. Et d'autant plus que la France n'est venue qu'avec un seul agenda, c'est un agenda sécuritaire. C'est-à-dire que la seule solution que les Français ont proposée aux Maliens pour essayer de restaurer, enfin de mettre fin à la menace djihadiste et restaurer, si tu veux, la paix dans ces régions-là, ce n'est qu'une réponse sécuritaire. Or, il y a une réponse derrière, liée déjà au fait que pour que l'État soit restauré, il faut qu'il y ait des services publics qui soient présents. Il faut aussi qu'un certain nombre de projets soient présents pour accompagner les populations. Des projets, par exemple, en moyen d'adduction d'eau, d'accès à l'électricité, des moyens à l'ouverture de centres de santé, etc., des écoles. Donc tout ça, malheureusement, n'était pas dans le programme qui avait été mis par les Français. Pour eux, ils venaient, ils mettaient un terme à la menace djihadiste et ensuite, c'était aux autorités maliennes de se débrouiller pour le reste. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est que les Français ont sous-estimé aussi les forces en présence, les forces djihadistes, en se disant que elles vont venir et puis elles vont éradiquer la menace parce qu'elles ont une très longue présence dans la région. C'est une région qu'elles connaissent, ce sont des populations qu'elles connaissent, ce sont des gouvernements et des États que la France connaît. Et donc, pour elles, elles espéraient faire une guerre facile, tranquille, et puis on n'en parlait plus. Malheureusement pour elle, pour la France, la guerre s'est avérée plus longue, plus compliquée. Et de ce fait, même s'il y a eu des résultats sur le plan purement militaire, avec plusieurs hauts officiers, enfin plusieurs hauts dirigeants de groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique, ces derniers mois, qui ont été tués, grâce notamment tués par les forces spéciales françaises, grâce aussi au soutien notamment du renseignement américain. Mais n'empêche que pour les populations, cela ne suffisait pas. Et d'autant plus que ni la France sur un plan politique, ni les autorités maliennes de l'époque, c'est-à-dire le président Ibrahim Boubacar Keïta, n'avaient su tirer un profit politique de ces quelques petites victoires militaires-là. Donc, on avait l'impression que la lutte contre le terrorisme devenait une guerre sans fin et le Mali, ou bien si tu veux le Sahel, devenait une forme d'Afghanistan ou de Syrie en quelque sorte, où on a l'impression que cette guerre-là n'allait pas s'arrêter. Et d'autant plus que les morts continuaient à s'empiler, notamment chez les populations civiles. Et donc, tout ça a exacerbé les militaires de l'époque. Et donc, ils ont décidé, c'est la raison pour laquelle Assimi Goïta avait décidé de faire son deuxième coup d'État. Et donc, quand ils sont arrivés, la France... Il avait déjà fait un premier coup d'État. Oui, il avait fait un premier coup d'État. C'est lui qui a fait tomber Ibeka. Et donc, sous la pression de la CEDEAO et de la France, qui avait exigé que la transition soit gérée par des civils, c'est ainsi qu'ils avaient appelé un ancien colonel et ministre de la Défense à la retraite, donc le colonel Bandao. C'est à lui qu'on avait confié le pouvoir. Et donc, malheureusement, lui, il avait estimé un an plus tard que les attentes, les objectifs qui avaient été fixés à ces civils-là et la vision ne correspondait pas du tout à la sienne. Et donc, ils ont décidé de mettre Abou Diallo aussi, qui était le Premier ministre, on les a mis dehors et ils ont décidé de prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que Choguel Maïga, qui est aussi un ancien ministre, mais qui était membre des M5 FFP, donc le mouvement du 5 juin, l'un des leaders du mouvement du M5. Donc lui a été appelé parce qu'il était proche de la junte au pouvoir et donc il a été appelé pour présider ou destiner du gouvernement. Donc c'est ce duo-là, Assimi Goïta, Choguel Maïga, qui dirige la France aujourd'hui. Et c'est justement à ce gouvernement de transition que la France reproche un certain nombre de griefs, dont celui d'avoir fait appel à la force Wagner. Mais il faut bien comprendre
qu'en juin dernier, le 5 juin précisément, le président français avait annoncé un redéploiement de la force Barkhane, donc c'est-à-dire la fermeture de certaines bases, c'est-à-dire celle de Gao et de Thessalite. Et cette fermeture unilatérale, selon les termes employés par Choguel Maïga, qui s'est faite sans consulter les autorités maliennes, a été perçue comme une forme d'abandon. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Premier ministre malien était venu s'exprimer quelques jours plus tard à la tribune des Nations Unies, il avait qualifié cette fermeture ou ce redéploiement français au Mali comme une espèce d'abandon en plein vol de la France du Mali. Et donc, eux, ils n'ont eu d'autre solution que de trouver d'autres partenaires, et c'est la raison pour laquelle ils se sont tournés vers les Russes. Maintenant, évidemment, d'un côté, les Occidentaux estiment que les forces russes présentes au Mali sont des mercenaires de la force Wagner. Lorsque l'on demande à Wagner, eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas présents au Mali. Lorsque l'on demande aux Russes, les Russes disent que ce sont des instructeurs russes qui sont là-bas. Mais évidemment, on sait qu'il peut y avoir un peu des deux, c'est-à-dire que pour la phase de formation, pour la phase de renseignement, il peut y avoir des officiers russes, mais on sait que pour tout ce qui est côté opérationnel, c'est très certainement des mercenaires de Wagner qui sont appelés. Et donc, tout ça, pour les autorités françaises, le fait de voir les Russes arriver en terre malienne, et surtout, le fait qu'il y avait de moins en moins de coopération de la part des autorités maliennes vis-à-vis des autorités françaises, notamment sur le plan opérationnel, puisqu'on l'a appris maintenant, il y avait de plus en plus de réunions dans lesquelles les militaires maliens ne voulaient pas que les Français assistent, ils préféraient que ce soit les Russes qui soient là. Et en plus, on se rappelle dernièrement que le contingent suédois qui avait été, le contingent danois, qui avait été appelé par la France dans le cadre de la force Takuba, c'est-à-dire cette force européenne-là de lutte anti-djihadiste, parce que la France voulait en quelque sorte, si tu veux, partager sa charge qui est énorme sur la lutte, concernant la lutte contre le djihadisme dans la région. Et donc, on avait créé l'opération Takuba. Donc, ce sont des forces européennes, à peu près 900 hommes qui proviennent de plusieurs pays de membres de l'Union européenne. Et donc, le contingent danois on avait demandé au contingent danois de quitter le Mali parce que les autorités maliennes avaient expliqué qu'ils n'avaient pas demandé l'autorisation préalable du Mali. Et donc, ils avaient demandé de partir. Et lorsque les Danois sont partis, les Suédois ont estimé que, étant donné la situation, ils ne pouvaient pas rester non plus. Et donc, ils sont partis. Et donc, tout ça a fait que, pour les autorités françaises, ça a été un peu la ligne rouge qui avait été franchie. Donc, d'un côté, on a les Russes qui sont là, alors que les Français s'étaient opposés depuis des mois à l'arrivée de moindres soldats russes sur le territoire malien. Les autorités, la junte ne les a pas écoutés, ils ont appelé les Russes. Deuxièmement, l'expulsion du contingent danois, donc ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc la France avait décidé dans un premier temps, en juin dernier, lorsqu'ils avaient décidé de redéployer leurs troupes, c'est-à-dire qu'ils étaient quittés du nord vers le centre. Et donc, les trois bases qu'ils avaient au niveau du centre, c'est-à-dire celle de Gao, de Thessalite et une autre là, ces trois bases-là ont été fermées. Donc, à peu près les 4500 hommes qui restaient sur le territoire malien vont être redéployés. Très certainement, la grande partie ira au Niger, ça on le sait. Et puis, une autre partie pourra être déployée au niveau du Bénin. Le Bénin qui fait face aussi à des menaces djihadistes parce que le Bénin a une petite frontière avec le Mali. Et on voit également que maintenant, les groupes djihadistes descendent vers le sud. Et c'est la raison pour laquelle le Bénin se prépare et va aussi rentrer dans ce dispositif, la mise en place par la France, notamment en ce qui concerne le G5 Sahel. Le Bénin va risquer d'y entrer pour évidemment participer à cette lutte-là contre le terrorisme. Et puis derrière, si tu veux, grosso modo, si tu veux, la base logistique sera Niamey au Niger, avec notamment la base aérienne. Et puis, si tu veux, le haut commandement militaire, le commandement opérationnel va rester au Tchad. Donc, c'est à peu près la même configuration. Sauf que maintenant, le délai aussi qui a été accordé par les autorités françaises, parce que le président Emmanuel Macron parlait de 4 à 6 mois pour démanteler les trois bases françaises. Alors, lorsque l'on écoute les experts militaires, ils disent que
avec le soutien des logistiques des États-Unis, c'est possible. Mais sans le soutien des États-Unis, ça va demander encore plus de temps, d'autant plus que les distances entre le centre du Mali et aller jusqu'à la frontière avec le Niger, ce sont quand même pas des petites distances, ce sont de longues distances. Et il est plus difficile de démanteler un camp que de l'installer. Installer un camp, c'est très facile, mais le démanteler, ça demande toujours plus de temps. Donc, c'est un peu dans cette configuration-là que l'on est. On attend de voir les conclusions parce que cette décision avait été prise avant l'organisation du sommet Union européenne, Union africaine. Maintenant, on va voir les résolutions qui sortiront dedans parce qu'évidemment, il a été reproché à la France au cours de ces 9 années-là d'avoir manqué de vraies stratégies ou bien d'avoir usé de vieilles méthodes qui, peut-être il y a 30 ans, avaient marché lorsqu'il y avait des moments d'instabilité en Afrique. Mais maintenant, ces méthodes-là ne marchent plus. C'est-à-dire que n'avoir que pour seule option l'option militaire, ça ne répond plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle déjà, depuis 2019-2018, la France avait associé l'Agence française de développement pour venir en appui en termes de déploiement de projets communautaires ou à caractère social pour les populations. Mais évidemment, ça a été très difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que l'AFD n'est pas habitué à ce genre d'opération. Deuxièmement, étant donné que la sécurité dans ces zones-là était extrêmement précaire, avec des risques de kidnapping, comme c'est le cas du journaliste français Olivier Dubois, qui est toujours tenu par un groupe djihadiste. Donc, les agents de l'agence française de presse n'étaient pas particulièrement chauds. Et donc, ça aussi, ça fait que ça n'a pas marché. Et donc, si on voit même dans ce sommet, et je sais qu'on va en parler, certainement lundi, dans les conclusions, c'est que l'Union européenne veut, à côté de l'opération Takuba, maintenant déployer un vaste programme d'investissement. On parle d'environ 150 milliards d'euros, mais ça aussi, c'est pour concurrencer, si tu veux, les autres acteurs internationaux qui ont décidé de prendre pied en Afrique. Je pense notamment à la Chine, je pense à la Turquie, je pense même à l'Iran, qui sont des pays qui veulent également rentrer en Afrique, et bien entendu la Russie. Donc, voici un peu résumé les raisons pour lesquelles la France a décidé de se redéployer. Donc, elle quitte le Mali, mais elle reste dans la région. Et est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les relations avec la junte aussi au Burkina seront les mêmes ? Est-ce qu'on ne va pas voir aussi un espèce de durcissement au niveau du Burkina Faso? Ça, pour le moment, on attend. Et puis, quel sera l'avenir du G5 Sahel, de la force G5 Sahel, puisque le Mali ne coopère plus, donc on sous-entend que le Mali ne sera plus dedans. Quelle sera la place du Burkina Faso dedans? On ne sait pas. Donc, tout ça, évidemment, reste encore assez flou. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.